Quand un jeune entrepreneur de Columbus a acheté il y a quelques années la ferme abandonnée Oley, juste à côté de Marietta, Ohio, l'agent immobilier lui a parlé d'un truc bizarre au sous-sol. Ce coin-là était scellé depuis les années 1930, elle a dit en montrant un mur de briques usées qui avait l'air vraiment déplacé dans la fondation en pierre. Les anciens propriétaires n'avaient jamais pris la peine de l'ouvrir. Ce qu'il a découvert derrière ces briques vieilles de 91 ans allait obliger les historiens à réécrire un chapitre sombre de l'histoire médicale de l'Ohio. Un chapitre qui, des familles puissantes ont passé près d'un siècle à essayer d'effacer ça. La vérité sur l'hôpital souterrain du docteur Amos Fletcher pendant l'épidémie de choléra de 1832 était bien plus terrifiante que ce que personne aurait pu imaginer. Avant de continuer avec l'histoire de ce qu'on a découvert dans ce sous-sol scellé, si tu es passionné par les secrets médicaux les plus sombres d'Amérique, abonne-toi et dis-moi en commentaire de quel état tu m'écoutes. Des histoires comme celle-ci existent dans chaque coin de notre pays, juste là, à attendre d'être racontées, découvertes. La découverte qui allait bouleverser les fondations historiques de Marietta a commencé par un simple désir d'agrandir, un vendeur de racines. L'été 1832 n'a pas apporté que la chaleur étouffante aux collines ondulantes du sud-est de l'Ohio. La choléra, la terrible peste bleue, avait remonté le fleuve Ohio depuis la Nouvelle-Orléans, laissant derrière elle une traînée de cadavres dans des villes comme Cincinnati et Portsmouth. En juillet, la maladie avait atteint le comté de Washington, et la petite bourgade de Marietta, à peine âgée de 40 ans et qui comptait moins de 2000 habitants, se retrouva pris dans une peur mortelle. Le docteur Amos Fletcher arriva à Marietta, cet été-là, avec des diplômes impeccables de la faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie et des lettres de recommandation de médecins de Philadelphie, grand et anguleux, avec des yeux gris perçants et des cheveux blanchis prématurément. Fletcher se tenait avec l'autorité d'une formation médicale de l'Est, dans une ville frontalière où la plupart des médecins n'étaient guère, plus que des barbiers chirurgiens ou des vendeurs ambulants de remèdes miracles. La famille Hollow ils s'étaient installés sur leur ferme de 100 acres à 3 miles, au nord-est de Marietta en 1798, quand l'Ohio faisait encore partie du territoire du Nord-Ouest. Thomas Oley, un vétéran de la guerre d'indépendance, avait construit la maison de ferme de ses propres mains, avec du calcaire local et du bois de ses terres. En 1832, Thomas était mort depuis 5 ans, laissant la propriété à son fils Marcus, un homme discret de 32 ans qui cultivait du blé et élevait du bétail avec sa femme Sarah et leurs 3 jeunes enfants. Marcus Holloway n'était pas un homme de médecine, mais il avait quelque chose que le docteur Fletcher en avait vraiment besoin. Un grand sous-sol frais et isolé, avec des murs en pierre faciles à nettoyer et plusieurs pièces pour accueillir les malades à l'écart des regards curieux de la population de Marietta, de plus en plus paniquée. Quand Fletcher est allé voir Marcus fin juillet avec une proposition pour créer un hôpital d'isolement privé pour les patients du choléra dont les familles pouvaient se permettre des soins spécialisés, Marcus a vu là une occasion de gagner de l'argent tellement nécessaire en ces années agricoles difficiles. L'accord semblait simple. Assez. Fletcher verserait à Marcus 50 $ par mois, plus d'argent que la ferme ne rapportait en 3 mois, pour utiliser le sous-sol comme centre de soins pour des patients aisés de Marietta et des environs. La fraîcheur naturelle du sous-sol et son isolement par rapport à la maison principale offrèrent des conditions idéales pour isoler les malades, pendant que Fletcher administrait les derniers traitements médicaux. Sarah Holloway avait quelques réserves à l'idée d'héberger des malades sous leur maison, mais Marcus lui rappela leurs dettes qui ne cessaient de s'accumuler et la promesse d'une sécurité financière. Début août, Fletcher a déplacé son matériel médical dans le sous-sol du couloir, transformant la plus grande pièce en ce qu'il appelait sa chambre de soins. Les anciennes pièces de rangement du sous-sol sont devenues des quartiers pour les patients, chacun équipé d'un lit simple, d'un lavabo et d'un pot de chambre.
Fletcher a installé des lampes à huile un peu partout et a amené des tables en bois pour ses instruments et ses médicaments. Pour quelqu'un qui passait par là, ça ressemblait à un établissement médical bien équipé, même si un peu rudimentaire. Ce que la famille Holloway ignorait, c'est que le docteur Amos Fletcher avait été discrètement viré de l'hôpital de Pennsylvanie 6 mois plus tôt à cause de pratiques douteuses et d'expériences non autorisées par le Conseil médical. L'obsession de Fletcher pour trouver un remède contre le choléra l'avait poussé à emprunter des chemins de plus en plus sombres, notamment des expériences non autorisées sur des patients pauvres qui étaient morts sous ses soins. Son départ de Philadelphie avait été organisé en toute discrétion, avec des lettres scellées et des chuchotements dans les couloirs de l'université. Les premiers patients sont arrivés à la ferme Olay, le 15 août 1832. Jacob Wittmann, un marchand de céréales prospère, a amené sa fille de 22 ans, Elizabeth, qui commençait à montrer les signes évidents du choléra. Des crampes d'estomac, violentes, une diarrhée explosive et cette teinte bleutée de la peau qui a donné à la maladie son surnom terrifiant. Fletcher a assuré à Wittmann qu'Elizabeth recevrait les meilleurs soins disponibles à l'ouest de Philadelphie. Des traitements basés sur les dernières théories médicales européennes, tout simplement introuvables dans le vieil hôpital public rudimentaire de Marietta. Wittmann a payé les 25 $ de Fletcher, presque un an de salaire pour un ouvrier ordinaire, et est reparti avec la promesse de pouvoir revoir sa fille dans 3 jours. Fletcher avait insisté pour une quarantaine stricte afin d'éviter la propagation de l'infection, une mesure qui semblait à la fois médicalement justifiée et professionnellement responsable. Elizabeth Wittmann est morte cette même nuit. Les méthodes de traitement de Fletcher, inconnues de les familles qui confiaient leurs proches à ses soins, se fiaient à une théorie radicale qu'il avait développée lors de ses derniers mois à Philadelphie. Convaincu que le choléra venait d'un excès d'humeur corrompue dans le sang, Fletcher pensait que seule une purge et une saignée extrêmement agressive pouvaient sauver les malades. Sa thérapie de déplétion graduée consistait à prélever d'énormes quantités de sang, parfois jusqu'à 2 litres sur un seul patient, tout en administrant en même temps des doses massives de calame, un médicament à base de mercure, un composé qui provoquait des purges violentes. L'idée n'était pas complètement nouvelle. En 1832, on pratiquait souvent la saignée et les traitements au mercure. Mais les doses de Fletcher étaient extrêmes, même pour l'époque. Un médecin ordinaire pouvait prélever entre 230 et 340 grammes de sang sur un patient atteint de choléra. Fletcher, lui, en prélevait régulièrement 10 fois plus. Là où les autres docs donnaient du calomel en doses microscopiques, les doses thérapeutiques de Fletcher contenaient assez de mercure pour empoisonner un homme en bonne santé. Fletcher tenait des notes très précises. Il tenait un carnet en cuir où il notait les traitements, consignant la réaction de chaque patient, qu'il rangeait dans une boîte en bois verrouillée. Ces notes, écrites de la main précise de Fletcher, allaient plus tard constituer la preuve la plus accablante de ce qui s'était passé dans le sous-sol du couloir pendant ces mois terribles. La patiente présente des symptômes caloriques, typiques à son admission, a écrit Fletcher à propos d'Elizabeth Wittmann. Il a commencé une réduction progressive à 14 heures avec un saignement initial de 24 onces. Le pouls de la patiente s'est affaibli, mais son teint s'est amélioré. Administré 15 grains de calomel avec de l'iodure de plomb. La deuxième saignée de 20 onces à 18 heures a nettement amélioré l'équilibre humoral. La patiente se repose confortablement. La troisième saignée est prévue à minuit pour terminer le cycle initial de purification. Ce que Fletcher appelait une amélioration marquée, c'était en réalité l'affaiblissement progressif d'une jeune femme dont le corps était systématiquement vidé de sa capacité à lutter contre la maladie. Elizabeth Wittmann est morte, non pas du choléra, mais d'une perte sanguine aiguë et d'un empoisonnement au mercure. Son corps enfin, plutôt que de la maladie elle-même. Fletcher a enterré Elizabeth dans une tombe sommaire derrière la ferme, en disant à Marcus
Holloway que l'enterrement immédiat était nécessaire pour éviter la contagion. Quand Jacob Whitman est arrivé 3 jours plus tard pour voir sa fille, Fletcher lui a annoncé avec un calme maîtrisé qu'Elizabeth était morte. « Je suis vraiment désolé pour votre perte, monsieur Whitman. J'ai fait tout ce que la médecine permettait. » Whitman, accablé de chagrin mais soulagé que sa fille soit morte sous des soins médicaux professionnels plutôt que dans le chaos surpeuplé de l'hôpital public de Marietta, a donné à Fletcher 10 $ de plus pour les frais d'enterrement et est reparti sans rien comprendre de plus. Le deuxième patient est arrivé le 20 août. Thomas Carmichael, un forgeron de 45 ans de la ville voisine de Belpré, dont la famille avait rassemblé ses économies pour pouvoir payer les soins privés de Fletcher. Traitement. Carmichael a tenu 4 jours sous la thérapie d'épuisement progressif de Fletcher avant de succomber à la même combinaison de perte de sang et d'empoisonnement au mercure qui avait tué Elizabeth Whitman. En septembre, la rumeur sur l'hôpital privé de Middletown, Fletcher s'était répandue dans tout le sud-est de l'Ohio. Des familles désespérées, terrifiées par le nombre croissant de morts dans les hôpitaux publics où les patients avaient à peine droit à autre chose que des prières et des soins palliatifs rudimentaires, ont commencé à affluer à la ferme Holley avec leurs économies et leurs proches mourants. Fletcher avait des références solides à l'Est et un comportement pro qui donnait confiance à des gens qui n'avaient jamais vu un médecin formé à l'université. Le sous-sol, qui servait avant à stocker des grains et des conserves, accueillait maintenant un flot régulier de patients qui payaient cher pour mourir sous les soins méticuleux de Fletcher. Il avait monté le business criminel parfait. Une clientèle désespérée prête à payer n'importe quel prix, une maladie avec un taux de mortalité élevé qui rendait les décès peu suspects, et un endroit isolé où il pouvait agir sans être surveillé. En octobre 1832, Fletcher avait peaufiné son système pour le rendre terriblement efficace. Les nouveaux patients étaient amenés au sous-sol par une entrée séparée que Marcus avait fait installer, soi-disant pour respecter les règles de quarantaine, mais en réalité pour limiter les témoins de ses activités. Fletcher faisait payer des tarifs différents selon la richesse supposée des familles. 25 $ pour les commerçants et les professionnels, 15 $ pour les artisans qualifiés, 10 $ pour les fermiers avec des possessions modestes. Fletcher avait aussi commencé à facturer des frais supplémentaires pour des traitements spécialisés et des thérapies expérimentales qu'il prétendait basées sur les dernières avancées médicales européennes. Les familles, désespérées de sauver leurs proches, payant souvent ces frais en plus, sans poser de questions, faisant confiance à ce médecin formé à l'université qui savait mieux comment lutter contre le redouté choléra. La famille Holloway, d'abord reconnaissante du revenu stable que Fletcher leur assurait, a commencé à remarquer des choses inquiétantes. Malgré les assurances de Fletcher que les traitements avancés donnaient de meilleurs résultats. Mais chaque patient descendu dans leur sous-sol finissait par crever. Sarah Holley, dont l'instinct maternel s'était aiguisé par peur pour la sécurité de ses propres gosses, a commencé à se demander si le sous-sol était vraiment aussi sûr que Fletcher le disait. « Ça paraît pas naturel », a confié Sarah à son mari un soir de fin octobre, pendant qu'ils écoutaient les faibles gémissements du dernier patient de Fletcher remonter à travers le plancher. Tous ces traitements sophistiqués, tous ces bouquins. L'apprentissage. Et pourtant, chaque âme y crève. Même le vieux Doc Hartwell en ville en sauve à peine 1 sur 3 ou 4. Marcus balaya les inquiétudes de sa femme avec le fatalisme pratique d'un fermier qui avait vu crever son bétail malgré tous ses efforts. « Les riches tombent malades comme les pauvres », lui dit-il. « Peut-être qu'ils attendent trop avant de les amener ici, pensant que leur fric leur paiera un miracle. » Ce que Marcus et Sarah ne savaient pas, c'est que Fletcher avait commencé à arrondir ses fins de mois en des méthodes encore plus sinistres. Après la mort de chaque patient, Fletcher faisait ce qu'il appelait des examens post-mortem, pour mieux comprendre les effets du choléra sur le corps humain. En réalité, ces examens étaient de grossières dissections
pendant lesquelles Fletcher prélevait des organes et des échantillons de tissus qu'il conservait dans de l'alcool et revendait aux écoles de médecine de Cincinnati et Columbus. Le trafic illégal de spécimens anatomiques humains était un secret mal gardé dans le milieu médical américain. Les écoles de médecine, désespérées à la recherche de cadavres, pour entraîner leurs étudiants, ils payaient souvent très bien pour obtenir des spécimens frais sans poser trop de questions. Les victimes du collet de Fletcher, déjà isolées de leur famille et enterrées rapidement pour éviter toute contagion, fournissaient une matière première parfaite pour ce commerce macabre. Les notes de journal de Fletcher à cette époque révèlent le calcul froid derrière ses activités. Le patient HRIS est décédé à 3h20 du matin après avoir terminé le cycle d'épuisement. L'examen post-mortem immédiat a donné d'excellents spécimens. Le foie montre une détérioration calorique avancée. Échantillon de rein bon à conserver. Muscle cardiaque, montrant les changements typiques post-mortem. Valeur totale des échantillons estimée à $12. Bénéfice net de l'affaire. Hendrick, $37 après les frais d'enterrement et de conservation. Le sous-sol a commencé à ressembler à une maison de charal déguisée en centre médical. Fletcher a installé une grande table en bois dans l'une des petites pièces où il faisait ses examens, avec tout un tas d'instruments chirurgicaux et des bocaux en verre remplis d'alcool de conservation. Les murs en pierre calcaire, naturellement frais et faciles à nettoyer, étaient parfaits pour stocker sa collection grandissante de spécimens anatomiques en attente d'envoi aux écoles. De médecine, l'entreprise soigneusement montée par Fletcher a commencé à se défaire en novembre 1832, quand deux événements presque simultanés ont dévoilé la vraie nature de son hôpital souterrain. Le premier, c'est l'arrivée de Martha Cunningham, une fille de 16 ans, la fille du révérend Isaiah Cunningham, pasteur de la première église presbytérienne de Marietta. Martha était à attraper le choléra en s'occupant des malades à l'hôpital de charité de l'église, et le révérend Cunningham, malgré son modeste salaire de prédicateur, avait lourdement emprunté pour payer le traitement privé de Fletcher pour son seul enfant. Contrairement aux patients précédents de Fletcher, Martha est arrivée au sous-sol de Holloway au tout début du choléra, quand la maladie se traitait le mieux avec du repos, des liquides clairs et des soins de base. Elle était jeune, robuste et en bonne santé par ailleurs. Juste le genre de patiente qui, il pourrait même tenir le coup face au traitement brutal de Fletcher assez longtemps pour que quelqu'un puisse voir ce qui se passait vraiment au sous-sol. Le deuxième événement crucial, c'est le retour inattendu et anticipé du docteur Benjamin Hartwell de Columbus, où il assistait à une conférence médicale sur le traitement du choléra. Le docteur Hartwell, l'unique autre médecin formé à Marietta, était curieux des résultats soi-disant excellents que Fletcher obtenait avec ses patients privés. C'est à la fois par courtoisie professionnelle et par réel intérêt médical qu'il, Hartwell, devait rendre visite à la ferme Holloway le 12 novembre pour discuter des méthodes de traitement avec son collègue. Ce que le docteur Hartwell a découvert dans la cave des Holloway, ce froid matin de novembre, allait le hanter toute sa vie. Hartwell est arrivé à la ferme vers 10 heures, s'attendant à trouver Fletcher en train de faire sa tournée ou peut-être en train de parler avec la famille Holloway des procédures de quarantaine. Mais à la place, il a trouvé la porte de la cave déverrouillée et est descendu les marches en pierre pour voir ce qui se passait. Ce qu'il a découvert là, dans la salle de soins de Fletcher, c'était incompréhensible pour un gars, formé à la médecine classique. Martha Cunningham était allongée, inconsciente, sur la table de traitement de Fletcher, la peau cireuse et pâle à cause d'une énorme perte de sang. À côté de la table, deux grands bassins remplis de sang et Fletcher préparait une seringue remplie de ce que Hartwell reconnut comme une dose mortelle de calomel. Dans un coin de la pièce, des bocaux en verre avec des organes humains flottaient dans de l'alcool, comme dans un musée macabre échantillon. « Fletcher !» appela Hartwell, sa voix résonnant dans la chambre de pierre. « Mais qu'est-ce que tu fous à cet enfant, bordel ?» Fletcher se retourna, son tablier couvert de sang,
et son regard dément le faisant ressembler plus à un boucher qu'à un médecin. Pendant un instant, les deux hommes se fixèrent à travers le corps inconscient. La voix reste ferme malgré les circonstances. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Mademoiselle Cunningham réagit vraiment bien à la thérapie par épuisement progressif. J'étais justement en train de préparer la dernière dose de purification mercurielle. Hartwell accourut au chevet de Martha, prenant son pouls et examinant ses pupilles. Cette fille est en train de mourir à cause d'une perte de sang, pas du choléra, dit-il. Combien de sang lui as-tu prélevé? Fletcher consulta son carnet avec un détachement clinique. 42 onces au cours des dernières 18 heures, avec 16 onces de plus prévues, pour le traitement de ce matin. L'équilibre des humeurs est presque rétabli. 42 onces! La voix de Hartwell monta d'incrédulité. Ça fait presque 3 litres. T'as saigné cet enfant presque à mort. Ce qui suivit fut une dispute houleuse qu'on entendait dans toute la ferme d'en haut. Fletcher défendait ses méthodes avec un désespoir grandissant, citant les théories médicales européennes et ses propres observations cliniques. Hartwell, horrifié par ce qu'il voyait, exigea que Fletcher arrête immédiatement le traitement et le laisse faire. Examinez les autres patients. La discussion s'est arrêtée net quand Hartwell a découvert que Martha Cunningham était la seule patiente encore en vie de Fletcher. Les autres lits au sous-sol étaient vides, leurs occupants étant morts sous les soins de Fletcher et enterrés dans le cimetière qui s'agrandissait derrière la ferme. « Où sont les autres patients ?» a exigé Hartwell. Fletcher a répondu, avec un calme glaçant. « Malheureusement, ils ont succombé aux stades avancés de l'infection chronique avant que mes traitements ne puissent agir, pouvaient entrer en vigueur. La maladie est particulièrement virulente cette saison. La formation médicale de Hartwell lui a tout de suite fait comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. Même lors des pires épidémies de choléra, les taux de mortalité dépassaient rarement 60%, avec des soins appropriés. Fletcher prétendait offrir le meilleur traitement possible. Pourtant, son taux de mortalité semblait être de 100%. La découverte des agissements de Fletcher par le docteur Hartwell a créé une situation impossible pour tous les concernés. Hartwell se retrouvait face à une obligation morale et professionnelle de révéler les pratiques mortelles de Fletcher risquait d'impliquer la famille Holloway, qui fournissait les locaux, et de ruiner la réputation des familles qui avaient payé pour ces services. Dans la petite communauté soudée du comté de Washington, un scandale pouvait détruire des vies aussi sûrement qu'une maladie. Les familles qui avaient confié leurs proches à Fletcher faisaient partie des citoyens les plus en vue de Marietta, commerçants, artisans, propriétaires terriens, dont le statut social dépendait de leur bonne réputation, jugement et caractère moral. Admettre qu'ils s'étaient fait avoir par un charlatan aurait été une honte pouvant durer des générations. Hartwell se mit aussitôt à soigner Martha Cunningham avec des perfusions et du repos, espérant réparer les dégâts causés par Fletcher. En attendant, il envoya un message au révérend Cunningham et à plusieurs autres notables, leur demandant de venir au plus vite à la ferme Hollow pour une affaire des plus graves concernant les pratiques médicales du docteur Fletcher. Les hommes qui se rassemblèrent cet après-midi-là dans la ferme Holley représentaient la structure de pouvoir de la société de Marietta. Le révérend Cunningham, le juge William Putnam, le marchand Samuel Fearing et le banquier Nathan, Gilman avaient tous confié des membres de leur famille à Fletcher ou avaient recommandé Fletcher à des amis et des voisins. La révélation des agissements de Fletcher par Hartwell a frappé le groupe comme un coup dur. Le médecin respecté de l'Est qu'ils avaient accueilli dans leur communauté s'est révélé être un tueur qui avait systématiquement assassiné leurs proches. Tout en facturant des prix exorbitants pour ce « privilège », le sous-sol sur lequel il se tenait cachait des preuves de fraude médicale, de faute professionnelle et peut-être même de meurtre délibéré. Coincé et voyant tout ce qu'il avait construit s'effondrer, Fletcher tenta désespérément de justifier ses actes
Il sortit son journal et commença à lire des extraits documentant le traitement de chaque patient, arguant que ces méthodes reposaient sur une théorie médicale valable et que le taux élevé de mortalité était dû à la gravité de l'épidémie de choléra, pas à autre chose. Ces protocoles de traitement. Messieurs, dit Fletcher d'un ton qui ressemblait à celui d'un prof de médecine en train de faire la leçon. Je comprends que vous soyez choqués de voir des procédures médicales aussi poussées. Ce qui vous semble extrême, à vous qui n'êtes pas formés, c'est en fait l'application de la médecine européenne la plus moderne. Chaque traitement que j'ai donné avait pour but de sauver des vies, pas de les prendre. Le juge Putnam, dont le neveu était mort sous les soins de Fletcher seulement 2 semaines plus tôt, ne voulait rien entendre des explications de Fletcher. « Docteur Fletcher, dit-il, froidement, vous êtes en train de nous dire que faire. Saigner une fille de 16 ans presque à mort, c'est une pratique médicale acceptée? En cas de déséquilibre huméral sévère, oui, répondit Fletcher sans hésiter. La corruption doit être extraite du corps avant que la guérison puisse commencer. La survie de mademoiselle Cunningham prouvera l'efficacité de mes méthodes. Mais Martha Cunningham n'a pas survécu. Malgré les efforts de Hartwell pour inverser les dégâts, elle est morte ce soir-là. Son jeune corps trop affaibli par les traitements de Fletcher pour se rétablir. Sa mort dans la présence de témoins a finalement apporté la preuve irréfutable que les méthodes de Fletcher n'étaient pas de la médecine, mais du meurtre. La mort de Martha Cunningham, sous les yeux de plusieurs témoins, a transformé Fletcher, de médecin respecté, en un tueur évident. Mais le groupe d'hommes rassemblés à la ferme Holloway se retrouvait face à un terrible dilemme. Comment gérer Fletcher sans se détruire eux-mêmes, ni leur communauté dans le processus? Un procès public dévoilerait l'ampleur totale des agissements de Fletcher, révélant que les grands notables de Marietta s'étaient fait avoir grave et en plus, leurs proches avaient été assassinés. Ce scandale allait bien au-delà du comté de Washington, risquant de foutre en l'air la réputation soigneusement bâtie de Marietta comme une ville civilisée et bien tenue. Les prix de l'immobilier allaient s'effondrer, les commerces tomber et les familles seraient ruinées juste à cause de leurs liens avec les crimes de Fletcher. Le juge Putnam, malgré la douleur qu'il ressentait pour la mort de son neveu, avait compris les conséquences plus larges de la révélation de Fletcher. S'il venait à se savoir, dit-il sombrement au groupe, ça détruirait non seulement nos réputations, mais toute notre communauté. Qui voudrait faire affaire avec des marchands incapables de reconnaître un charlatan ou faire confiance à un juge qui a recommandé un meurtrier à ses voisins? Le révérend Cunningham, accablé par la mort de sa fille, mais soucieux du bien-être de sa paroisse, convainc qu'une forme de justice privée serait peut-être préférable à une exposition publique. Les familles qui ont perdu des proches ont le droit de connaître la vérité, dit-il. Mais elles, ils méritent aussi de vivre dignement dans cette communauté. Un procès public détruirait les innocents autant que les coupables. La décision a été prise d'affronter Fletcher en privé et d'exiger son départ immédiat de l'Ohio. Les preuves de ses crimes seraient rassemblées et conservées, mais pas rendues publiques, à moins que Fletcher refuse de partir volontairement. C'était un compromis qui ne satisfaisait personne, mais qui semblait offrir la meilleure chance de protéger la communauté de nouveau. Confronté au choix entre dénoncer ce qui ressemblait à une justice expéditive et protéger la communauté d'un nouveau scandale, Hartwell a enregistré la mort de Fletcher comme un traumatisme accidentel dû à une chute. La mort de Fletcher réglait le problème immédiat de savoir quoi faire d'un meurtrier qui refusait de se taire. Mais ça créait de nouveaux défis pour les dirigeants de la communauté qui devaient maintenant cacher non seulement une fraude médicale, mais aussi ce qui ressemblait à un meurtre. Le sous-sol rempli de preuves, le journal de Fletcher, ses instruments chirurgicaux. Les instruments, les organes conservés et l'infirmerie de fortune devaient être réglés rapidement. Et pour de bon, la décision a été prise de sceller complètement le sous-sol,
enfermant à jamais toutes les preuves des activités de Fletcher et créant un monument permanent au secret le plus sombre de la communauté. Marcus Holloway, désespéré de protéger sa famille du scandale, a accepté de boucher l'entrée du sous-sol et de ne jamais parler de ce qui s'était passé là-dessous. L'histoire officielle, soigneusement montée et toujours répétée, était que le docteur Fletcher, il est mort d'une chute accidentelle, alors qu'il soignait des malades du choléra dans son hôpital privé. Sa mort soudaine a obligé à abandonner et sceller le sous-sol pour éviter que l'infection se propage. Les patients morts sous les soins de Fletcher étaient juste des victimes de l'épidémie de choléra, rien de plus. Le révérend Cunningham a fait une cérémonie d'enterrement simple pour Fletcher, avec seulement les hommes qui connaissaient la vérité sur ce qu'il faisait. Fletcher a été enterré au cimetière de Marietta, de façon modeste. La pierre tombale ne le désignait que comme Dr. A. Fletcher, 1796-1832, mort accidentellement en servant ses patients. Les familles, qui avaient perdu des proches sous les soins de Fletcher, furent discrètement informées que leurs proches étaient morts du choléra, malgré les meilleurs traitements médicaux disponibles. La plupart acceptèrent cette explication, soulagés de penser que leurs proches étaient morts, sous des soins professionnels, plutôt que dans le chaos de l'hôpital public. Le docteur Hartwell détruisit ses propres notes sur les activités de Fletcher et n'en parla jamais. Il a parlé publiquement de ce qu'il avait découvert dans le sous-sol de Holley. Le traumatisme d'avoir été témoin des crimes de Fletcher et de leur résolution violente a profondément marqué Hartwell. Il s'est mis à boire beaucoup et est mort seulement 3 ans plus tard, emportant la vérité avec lui dans la tombe. Marcus Holloway a utilisé du calcaire extrait localement pour construire un mur, bouchant l'entrée du sous-sol, donnant l'impression que cet espace avait toujours été séparé de la fondation principale. Il a planté du lierre autour de l'entrée extérieure et a laissé faire, laissant les plantes grimper sur les pierres, donnant l'impression que la zone scellée avait été abandonnée depuis des années. La famille Hollow ne parlait jamais de l'histoire sombre de leur sous-sol. Même entre eux, Marcus a détruit les meubles et le matériel que Fletcher avait amené à la ferme, brûlant ce qui pouvait l'être et enterrant le reste dans des tombes anonymes dispersées un peu partout sur sa propriété. Au bout d'1 an, la seule preuve, tangible des activités de Fletcher, était le sous-sol scellé lui-même, caché derrière un mur de calcaire et silence. Le secret du sous-sol des Holloway s'est transmis de Marcus à son fils Thomas, puis de Thomas à son fils Robert. Chaque génération des Holloway gardait le sous-sol scellé tel qu'elle l'avait hérité, sachant qu'ouvrir cette porte ranimerait une honte familiale trop lourde à affronter. Le mur en calcaire est devenu une partie intégrante des fondations de la ferme, tellement ancré dans la structure que les générations suivantes ont fini par oublier qu'il avait été autre chose. Au fil des décennies, l'épidémie de choléra, l'année 1832 était devenue un lointain souvenir, évoqué seulement dans les registres d'église et sur les tombes du cimetière. Les familles qui avaient perdu des proches sous la garde de Fletcher racontaient encore les histoires de ceux qui étaient morts durant cette terrible année de peste, reconnaissante des soins prodigués par ce médecin de l'Est dévoué, qui avait donné sa vie au service de ses patients. La réputation du docteur Fletcher, soigneusement préservée malgré la dissimulation, s'est en fait bonifiée avec le temps. Il est devenu un personnage héroïque, dont on se souvient encore, avait apporté des connaissances médicales avancées à la frontière et était mort tragiquement en soignant les malades. Plusieurs familles de Marietta ont nommé leur fils, Amos en son honneur, et la Société médicale de la ville a créé une petite bourse en mémoire de Fletcher. La ferme Holley a prospéré au fil des décennies, son sombre secret enterré sous des champs fertiles et des troupeaux grandissants. Marcus est mort à 78 ans, emportant avec lui la connaissance des crimes de Fletcher en 1878. Sarah est décédée 10 ans plus tard. Sans jamais, on parlait des mois terribles où leur sous-sol avait abrité la chambre des horreurs de Fletcher. Vers 1900, quand tous ceux qui avaient été témoins des agissements de Fletcher étaient morts,
Ce sous-sol scellé était devenu juste une curiosité architecturale, un endroit sans utilité, mais trop cher à creuser et à rénover. Les descendants des Holloway, qui ont hérité de la propriété au début du XXe siècle, avaient parfois pensé à ouvrir cet espace, mais ils étaient freinés par le coût et les tracas d'un gros chantier point travail. La Grande Dépression a forcé la vente de la ferme Holloway pour payer les impôts et les dettes, mettant fin à plus d'un siècle de possession familiale. Les nouveaux propriétaires, des immigrants d'Europe de l'Est, qui parlaient à peine anglais et se fichaient complètement de l'histoire locale, ont exploité la terre efficacement, mais ne se sont pas du tout intéressés aux bizarreries et de la maison de ferme. Ils ont condamné des parties entières de la maison pour économiser sur le chauffage, y compris la zone au-dessus du mystérieux sous-sol muré. Au cours du XXe siècle, la ferme Holloway a changé. Les mains plusieurs fois alors que l'agriculture dans le sud-est de l'Ohio laissait place au développement suburbain et à l'activité industrielle. Chaque propriétaire a remarqué le sous-sol scellé, mais pensait que c'était à cause de problèmes de structure ou d'infiltration d'eau. Personne n'a pensé à vérifier ce qui se cachait derrière le mur en calcaire. Quand un jeune entrepreneur de Columbus a acheté la ferme abandonnée des Holloway il y a quelques années, il avait l'intention de rénover la maison du XIXe siècle pour en faire un refuge de week-end. L'isolement de la propriété et son côté historique, le caractère de la maison lui plaisait, et le prix était raisonnable pour une maison qui avait besoin de gros travaux de rénovation. Il a engagé des entrepreneurs locaux pour moderniser l'électricité et la plomberie, des travaux qui nécessitaient d'accéder au sous-sol pour installer les équipements. Quand les ouvriers ont découvert la partie murée, ils ont d'abord pensé que c'était un vieux chantier de rénovation raté datant de plusieurs décennies. Mais les normes du bâtiment et les exigences d'assurance les ont obligés à vérifier la solidité de cet espace scellé avant de continuer. Travaux électriques importants. Par un matin froid de début de printemps, le nouveau propriétaire et son entrepreneur ont commencé à enlever avec précaution les blocs de calcaire, qui avaient scellé le sous-sol pendant 91 ans. Le mortier s'était durci comme du béton au fil des décennies, nécessitant des outils électriques et pas mal d'efforts pour percer la barrière que Marcus Holloway avait érigée en novembre 1832. Le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas, c'était l'odeur. Une senteur moisie, le sous-sol scellé est vite devenu le centre d'une enquête intense, alors que les historiens et les experts médicaux tentaient de reconstituer ce qui s'était passé là pendant l'épidémie de choléra de 1832. L'examen du labo du centre de Fletcher dans le sous-sol a révélé des preuves qui dépassaient même les pires soupçons sur la pratique médicale au XIXe siècle. L'analyse des matériaux conservés a apporté une preuve irréfutable que Fletcher avait délibérément tué ses patients par négligence médicale volontaire, en confirmant les comptes inscrits dans son journal. L'analyse des résidus trouvés dans les flacons de médicaments de Fletcher a révélé des concentrations de mercure suffisamment élevées pour tuer un adulte en bonne santé en quelques heures. Les taches de sang sur le matériel de Fletcher montraient des traces de plusieurs personnes, ce qui suggère que le sous-sol avait servi à soigner bien plus de patients que ce que le journal indiquait. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que l'examen de la zone derrière la ferme a révélé des preuves d'au moins 12 enterrements humains, ce qui indique que Fletcher, le nombre de victimes, dépassait même ses propres registres soigneusement tenus. L'enquête historique qui a suivi la découverte du sous-sol a complètement changé la manière dont on comprend la pratique médicale dans l'Ohio au début du XIXe siècle et a soulevé de gros doutes sur la façon dont les crimes de Fletcher ont pu rester cachés aussi longtemps. L'examen des registres d'église, des certificats de décès et des documents familiaux des années 1830 a révélé des schémas qui auraient dû alerter à l'époque, mais qui apparemment n'ont pas été remarqués ou ont été délibérément ignorés. Les historiens de la médecine qui ont étudié l'affaire, on a décrit l'opération de Fletcher comme l'un des cas les plus organisés de meurtre médical dans l'histoire de la frontière américaine,
caché par une sorte de complot communautaire qui mettait la réputation avant la justice. Les preuves montraient que Fletcher avait tué au moins 24 personnes en seulement 4 mois, encaissant des sommes énormes pour l'époque. Cette découverte a aussi révélé jusqu'où les notables étaient prêts à aller pour dissimuler les crimes de Fletcher et protéger leur propre image. Analyse de documents contemporains. Cela montrait que la dissimulation allait bien au-delà des témoins directs, impliquant des responsables du palais de justice qui modifiaient les registres de décès, des chefs locaux qui cachaient les histoires gênantes et des autorités religieuses qui donnaient de faux témoignages sur le caractère de Fletcher. Ce qui était peut-être le plus inquiétant, c'était la preuve que les agissements de Fletcher n'étaient pas si uniques que ça. Les recherches déclenchées par la découverte dans la cave ont révélé des schémas suspects, similaires, dans d'autres communautés de l'Ohio à la même époque, ce qui laisse penser que la fraude médicale et les erreurs professionnelles étaient plus courantes qu'on ne le pensait avant. L'isolement des pratiques médicales en territoire frontier et le désespoir des familles confrontées aux épidémies ont créé un terrain idéal pour que des prédateurs comme Fletcher agissent sans être inquiétés. La découverte du sous-sol de Holloway a obligé à revoir la façon dont la médecine était réglementée dans l'Amérique d'autrefois et a soulevé des questions sur le nombre d'autres médecins respectés qui auraient pu mener des affaires similaires dans les 7 communautés qui se développaient à la frontière. Les preuves. Il a été suggéré que les crimes de Fletcher n'étaient pas dissimulés grâce à un plan criminel sophistiqué, mais simplement parce que la communauté préférait protéger sa réputation plutôt que de rendre justice à ses victimes. L'excavation du labo de Fletcher dans sa cave a duré des mois, les enquêteurs documentant et préservant minutieusement des preuves de crimes qui étaient cachées depuis presque 2 siècles. Les autorités médicales locales ont reconnu les crimes de Fletcher ainsi que les manquements dans la surveillance qui les avaient permis. Cela s'est produit alors que les sociétés historiques s'efforçaient d'honorer ceux qui étaient morts sous sa garde. L'enquête a aussi révélé le prix humain payé par la communauté qui avait choisi de cacher les agissements de Fletcher plutôt que de chercher justice par la voie légale. Les familles qui avaient confié leurs proches à Fletcher avaient été trompées non seulement par un médecin criminel, mais aussi par leurs propres dirigeants communautaires, qui avaient préféré gérer leur réputation plutôt que de défendre la vérité et la responsabilité. L'analyse des restes trouvés derrière la ferme a confirmé que les identités de plusieurs victimes, dont les familles, avaient été informées qu'elles étaient mortes de causes naturelles. La révélation que ces décès étaient en réalité des meurtres a choqué les descendants qui avaient transmis des histoires familiales de pertes pendant l'épidémie de choléra, sans jamais soupçonner que leurs ancêtres avaient été victimes de crimes délibérés. Les descendants de la famille Hollow, dispersés à travers le pays depuis la vente de la ferme, ont exprimé des sentiments mitigés face à cette découverte. Certains étaient horrifiés d'apprendre que la propriété familiale avait, certains étaient choqués que des crimes aussi terribles aient eu lieu ici, tandis que d'autres se sentaient soulagés qu'un secret de famille gardé depuis longtemps ait enfin été révélé. Plusieurs membres de la famille racontaient avoir grandi avec des histoires floues sur un truc horrible qui s'était passé dans la cave, mais personne ne connaissait vraiment ce que Fletcher avait fait. L'enquête a aussi soulevé des questions inquiétantes sur la pratique médicale et la surveillance. Même si les systèmes se sont beaucoup améliorés depuis l'époque de Fletcher, les historiens de la médecine on a remarqué que les cabinets isolés et les patients vulnérables laissaient toujours la porte ouverte à des abus qui pouvaient rester invisibles pendant des années, voire des décennies. La ferme où Fletcher menait ses terribles expériences est devenue un sujet d'intérêt historique passionné. Le labo dans la cave de Fletcher a été conservé tel quel, exactement comme on l'a trouvé, offrant aux chercheurs un rappel brutal de comment un manque de régulation et le déni de la communauté ont permis des abus systématiques sur des personnes vulnérables. Le carnet en cuir qui documentait les crimes de Fletcher ont été conservés comme une source principale pour comprendre la fraude médicale avant la guerre de sécession.
Ces instruments chirurgicaux et spécimens conservés ont servi de preuve pour étudier l'éthique médicale et l'histoire des fautes des médecins. Le propriétaire qui a découvert ce sombre chapitre de l'histoire médicale a préféré préserver le lieu plutôt que de le rénover. L'importance du sous-sol de Fletcher comme preuve d'un crime médical systématique a été jugée plus importante que le confort moderne. L'enquête déclenchée par la découverte dans la cave a mené à des examens similaires dans d'autres sites médicaux historiques à travers l'Ohio et les États voisins. Les chercheurs ont identifié plusieurs autres endroits où des décès suspects de patients pendant l'épidémie de choléra des années 1830 laissaient penser à une possible fraude médicale ou à une faute professionnelle. Même si aucun n'a donné des preuves aussi marquantes que le labo de Fletcher dans sa cave, ces découvertes ont poussé à une remise en question plus large de la régulation des pratiques médicales dans l'Amérique de cette époque. Tay, famille des victimes de Fletcher, identifiées grâce à des recherches généalogiques et à l'analyse des restes, ont œuvré pour créer des mémoriaux qui soulignent l'importance de la transparence et de la responsabilité en médecine. Des valeurs qui ont tragiquement fait défaut pendant la période de terreur de Fletcher dans le sous-sol du couloir. La tombe du docteur Fletcher au cimetière de Marietta est devenue un sujet de polémique après la découverte de ses crimes. Certains descendants de ses victimes ont demandé son retrait de cette section, réservée aux membres honorés de la communauté. Certains soutenaient qu'un meurtrier ne méritait pas de reposer parmi ceux qui l'avaient trompé. D'autres pensaient que déplacer la tombe ne changerait rien et que la pierre tombale de Fletcher rappelait simplement à quel point les communautés pouvaient facilement se faire avoir par ceux qui abusent de leur autorité professionnelle. L'épidémie de choléra de 1832, qui a offert à Fletcher la couverture parfaite pour ses crimes, a tué des milliers de personnes dans l'Ohio pendant ces mois les plus durs. Les archives historiques suggèrent que Fletcher était responsable d'une toute petite partie de ces morts. Mais son abus systématique de la confiance et le meurtre délibéré de patients venus chercher de l'aide représentent l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire médicale américaine. Les spécialistes en éthique médicale qui ont étudié le cas de Fletcher ont identifié plusieurs facteurs qui ont permis ces crimes. L'isolement de la médecine en milieu rural, le désespoir des familles confrontées à une épidémie, le manque de licences médicales efficaces et de surveillance, et surtout, la communauté, la volonté de privilégier la réputation plutôt que la justice face à des preuves d'abus systématiques. La découverte dans la cave du couloir soulève des questions bien plus larges que les crimes spécifiques du docteur Amos Fletcher. Combien d'autres médecins dans l'Amérique d'autrefois ont monté des affaires similaires, en utilisant des épidémies comme couverture pour des fraudes et des meurtres systématiques? Combien de communautés ont préféré cacher des preuves de crimes médicaux plutôt que d'affronter le scandale? Combien de familles ont porté de fausses histoires de médecins héros? Ignorant de tout, ils prenaient soin de leurs proches, sans savoir que ceux-ci avaient en fait été assassinés par les mêmes gens en qui ils avaient confiance pour les soigner. Le mur de pierre calcaire qui a caché les crimes de Fletcher pendant 91 ans est devenu un symbole de la puissance du déni collectif et jusqu'où les communautés sont prêtes à aller
pour protéger leur réputation. Mais ça montre aussi la force de la vérité qui finit toujours par ressortir, et les conséquences inévitables de vouloir enterrer les preuves d'abus systématiques au lieu de les affronter franchement. Le journal de Fletcher, avec une documentation minutieuse de meurtres médicaux déguisés en traitements, rappelle de manière glaçante que les prédateurs les plus dangereux sont souvent ceux qui se cachent derrière des apparences respectables et une autorité professionnelle. Ses victimes lui faisaient confiance, non pas malgré ses diplômes, mais justement à cause d'eux, ce qui rend leur trahison encore plus profonde et ses crimes d'autant plus inexcusables. Le sous-sol qui abritait autrefois la chambre des horreurs de Fletcher sert désormais de lieu où chercheurs et grand public peuvent comprendre l'importance de surveillance, transparence et responsabilité dans le domaine de la santé. Garder en mémoire cette sombre histoire, ce n'est pas pour faire du sensationnalisme sur des crimes passés, mais pour éviter qu'ils se reproduisent, en restant conscient à quel point la confiance peut être trahie facilement et à quel point la guérison peut tourner au cauchemar quand il n'y a pas de protections adéquates. La leçon la plus importante du sous-sol de Fletcher, c'est que garder le silence face aux preuves ne cache jamais vraiment un crime. Ça ne fait que retarder la justice et aggraver les souffrances. Les dirigeants de la communauté qui ont choisi de sceller le labo de Fletcher, au lieu de révéler ses crimes, pensaient protéger les voisins du scandale et de la honte. Mais en fait, ils ont créé une honte encore plus profonde, qu'on n'a pu effacer que quand la vérité a finalement éclaté presque 2 siècles plus tard. La découverte dans le labo de son sous-sol a mis les enquêteurs face à des scènes de crimes qui ont choqué même les historiens les plus aguerris. Cette expérience a été délibérément conservée pour rappeler aux générations futures ce qui peut arriver quand l'autorité médicale est abusée. Les communautés préfèrent nier plutôt que d'assumer. Les études historiques montrent bien que les crimes de Fletcher ne viennent pas d'une médecine primitive du XIXe siècle, mais de choix délibérés faits par un type qui a utilisé son autorité pour exploiter des personnes vulnérables. Même si la pratique médicale s'est améliorée avec plus de règles et de contrôles, il faut toujours rester sur le qui-vive pour éviter que ce genre d'abus se reproduise. Juste quand on pensait avoir tout vu, l'horreur au sous-sol du couloir nous fait encore mieux saisir l'ampleur du truc. À quel point la confiance peut être trahie facilement et combien il est crucial de garder la responsabilité dans le domaine de la santé. Si cette histoire te donne des frissons, partage cette vidéo avec un pote qui kiffe les mystères sombres. Clique sur le bouton like pour soutenir notre contenu et pense à t'abonner pour ne jamais rater des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble combien d'autres secrets peuvent se cacher derrière les murs des bâtiments historiques américains. L'affaire Fletcher montre aussi l'importance de préserver les aspects difficiles, l'histoire plutôt que de la cacher. La tentation de dissimuler les preuves des crimes ou erreurs passées est forte, mais le sous-sol de Holloway montre que la vérité finit toujours par éclater, souvent quand on s'y attend le moins. Les communautés qui affrontent honnêtement leur sombre passé au lieu d'essayer de les enterrer sont mieux armées pour éviter que des tragédies similaires ne se reproduisent. La fraude et les abus médicaux ont continué à sévir dans les systèmes de santé à travers l'histoire américaine, souvent facilités par les mêmes facteurs qui ont permis à Fletcher de fonctionner. L'autorité professionnelle, les patients vulnérables et la réticence des institutions à enquêter sur des collègues respectés. L'affaire Fletcher rappelle que la vigilance et la responsabilité ne sont pas des options dans la pratique médicale, mais des protections essentielles pour éviter que des patients soient exploités. Le labo au sous-sol symbolise aussi l'expérience, américaine plus large, de devoir affronter des vérités dérangeantes du passé, de l'esclavage aux expérimentations médicales en passant par l'ère industrielle. Les abus, l'histoire américaine regorge d'exemples de communautés qui ont préféré se taire plutôt que de rendre des comptes, souvent avec des conséquences dévastatrices pour les victimes et leurs descendants. L'affaire Fletcher montre que même si cacher la vérité peut offrir une protection temporaire contre le scandale, ça finit toujours par créer plus de honte et des dégâts bien plus profonds qu'en affrontant honnêtement les faits difficiles.
L'histoire du docteur Amos Fletcher et de son labo d'horreur dans le sous-sol nous rappelle que certains des pires monstres de l'histoire ont agi en toute impunité. Les ombres, mais en plein jour, protégés par des diplômes et le respect de la communauté. Le meurtre systématique des patients de Calera par Fletcher sous couvert de soins médicaux est l'un des exemples les plus terrifiants de comment la confiance peut être utilisée comme une arme contre ceux qu'elle devrait protéger. Et là, cette fois-ci, 91 années pendant lesquelles les crimes de Fletcher sont restés cachés derrière un mur de calcaire témoignent à la fois du pouvoir du déni collectif et de la ténacité de la vérité. Peu importe à quel point les communautés essaient d'enterrer ça. Les preuves d'abus systématiques finissent toujours par émerger, souvent quand on s'y attend le moins, et d'une manière qui nous oblige à faire face non seulement aux crimes du passé, mais aussi à notre propre complicité dans leur dissimulation. Les familles qui ont payé Fletcher des prix exorbitants pour faire disparaître leurs proches étaient victimes de bien plus qu'une fraude médicale. Elles étaient victimes d'un système qui privilégiait la réputation à la responsabilité et choisissait le silence plutôt que la justice. Le fait que leurs descendants découvrent la vérité sur la mort de leurs ancêtres près de 2 siècles plus tard nous rappelle ça. Les conséquences du silence dépassent largement les personnes directement impliquées et peuvent toucher des générations qui n'ont rien à voir avec les crimes d'origine. Le carnet en cuir de Fletcher, avec sa documentation minutieuse des meurtres médicaux, prouve que même les criminels les plus méthodiques finissent toujours par laisser des traces de leurs actes. Mais ça montre aussi que les archives écrites ne servent à rien si personne n'est prêt à les lire, à enquêter dessus et à agir en fonction de ce qu'elles révèlent. Le carnet est resté posé là. Le sous-sol de Fletcher, pendant 91 ans, a servi à documenter des crimes que personne ne voulait reconnaître. Cette énigme nous montre que les plus grandes menaces pour la sécurité publique ne viennent souvent pas des criminels évidents, mais des professionnels respectés, qui abusent de leur autorité pour nuire aux gens qu'ils sont censés aider. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Vous croyez que tout a été révélé? Ou il pourrait y avoir d'autres laboratoires cachés dans les sous-sols des bâtiments historiques américains? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, si t'as kiffé cette histoire et que tu veux plus de récits d'horreur, comme ça, abonne-toi, active la cloche et partage avec quelqu'un qui adore les mystères. À la prochaine vidéo!